Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture du mois de juillet. Et je pense que cette vidéo va être très longue parce que j'ai quand même pas mal carburé niveau lecture au mois de juillet. J'ai 6 livres à vous présenter, donc j'espère que vous êtes bien installés. On y va! Vous le savez certainement si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre si c'est toujours pas fait. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos puisque j'ai été sélectionnée donc pour être membre du jury du prix Nouvelle Voix du Polar avec les éditions Pocket, que je remercie encore une fois pour leur confiance. Et donc ils m'ont envoyé 4 livres donc, du Polar évidemment à lire pour ensuite voter. Donc il y a 2 livres dans la sélection française et 2 livres dans la sélection étrangère. Et donc on avait tout le mois de juillet pour les lire et après voter. Et bon, pour l'instant on n'a pas encore les résultats, mais je vous tiendrai au courant sur Instagram au moment où j'en saurai plus. En tout cas ça sera au mois de septembre où on aura les lauréats des prix. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Bleu Calypso de Charles Aubert aux éditions Pocket. Évidemment. Donc ce livre, j'en avais jamais entendu parler, je savais pas trop à quoi m'attendre et c'est vrai que si on m'avait dit que j'allais lire du thriller sur la pêche, j'aurais fait ouais bof, étant donné que la pêche c'est pas vraiment ma passion, c'est pas vraiment mon dada. Je sais que j'en avais fait une fois avec mon grand-père quand j'étais gamine et j'en garde un souvenir un petit peu mitigé de surtout l'assommage de poissons que j'avais pas du tout aimé. Pour l'histoire, on va suivre Neil, qui est un homme d'une quarantaine d'années qui a tout quitté, son job de directeur commercial dans la capitale à Paris. Il a tout quitté pour aller vivre une vie un peu plus reculée près de Sète, je crois, c'est ça, l'étang de Mour, près de Sète. Il va vivre dans une cabane au bord d'un étang. Voilà, où il vit une vie paisible, où il s'occupe de fabriquer des leurres pour la pêche, puisque c'est sa passion, et il les vend sur internet, sur son site internet. Il a une vie assez tranquille, pour seule compagnie son voisin, le vieux Bob, qui est aussi un papy un peu tranquille. Voilà, ils sont retirés, il vit des vies plutôt paisibles, jusqu'au jour où Neil va aller faire une partie de pêche avec son bateau pour pouvoir prendre en photo son nouveau leurre, le Bleu Calypso, qu'il vient de fabriquer. Il veut le prendre en photo en action avec sa GoPro, qui va voilà, pêcher, prendre en photo sous l'eau son harpon, son leurre à poisson. Et en rentrant chez lui, lorsqu'il regarde les photos qu'il a prises, eh ben, il va se rendre compte qu'il a photographié en arrière-plan un cadavre sous l'eau. Oui. Du coup, il va contacter la gendarmerie qui vont aller repêcher ce cadavre, donc le cadavre d'un homme. Et visiblement, Neil apprend que ce n'est pas la première fois que ça arrive ces derniers temps, puisqu'il s'agit du 3e cadavre proche de l'étang. Donc voilà, peut-être un serial killer de l'étang, on ne sait pas, mais du coup l'enquête est prise au sérieux par la gendarmerie et l'inspecteur Malakovic. Neil, qui a une vie tranquille, va se retrouver mêlé bien malgré lui à cette enquête, d'autant plus qu'il y a la fille du vieux Bob qui va débarquer, Lizzie, qui est une tempête, une tornade. Elle est pleine d'énergie, elle est pétillante et elle est journaliste freelance et voilà, elle va se dire que cette enquête et cette série de meurtres, ben, ça va faire un bon papier qu'elle va pouvoir vendre à des journaux. Donc elle va se mettre à enquêter et à embarquer Neil bien malgré lui dans cette enquête. Et c'était super cool. Moi j'ai trouvé que c'était un roman qui dépaysait, où on a un retour aux vraies valeurs, qui est très humble dans l'écriture, à la fois un petit peu poétique mais pas pompeux. C'était très dépaysant, très relaxant comme lecture, où on se concentre beaucoup plus sur en fait les personnages et leurs liens, en fait les relations qui tissent entre eux, leur évolution, beaucoup plus que sur le meurtre et l'enquête finalement. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très relaxant comme lecture. Il est pas très long, il fait 330 pages, vraiment tout mignon, humble mais à la fois beau, poétique. On est proche de la nature, c'est vrai que l'eau aussi est un élément qui est hyper présent, le milieu aquatique est hyper présent dans ce bouquin. C'est vraiment génial, je vous le recommande si vous voulez vraiment lire un thriller un petit peu doudou, avec des valeurs très humaines, très positives, et c'était chouette, vraiment très chouette. Toujours dans la catégorie polar français, j'ai lu L'Empathie de Antoine Renan, toujours aux éditions Pocket. Donc cette fois-ci on est à Paris, on va suivre Anthony Roche et Marion Mesnil qui sont 2 enquêteurs de la brigade des viols
et ils sont en train d'enquêter sur deux malfaiteurs qui violent en fait des femmes en ce moment. Donc le premier, c'est le violeur des ascenseurs qui a pour particularité de rentrer dans les immeubles en même temps que leurs victimes, généralement des jeunes femmes, de rentrer dans l'ascenseur en même temps qu'elles et de bloquer l'ascenseur pour ensuite les violer. On va suivre aussi cette enquête avec les témoignages des victimes, etc. Donc je préfère quand même dire, trigger warning, on va parler de viol, comme vous l'aurez compris. Si vous êtes sensible à ce sujet, franchement n'y allez pas parce que vraiment c'est que ça pendant tout le bouquin. L'autre délinquant, l'autre criminel que la brigade des viols est en train d'enquêter, de pourchasser, c'est le lézard. Il a été surnommé le lézard puisque sa particularité c'est qu'il grimpe aux façades des immeubles pour s'introduire chez les gens par des fenêtres laissées ouvertes. Il s'attaque en fait à des couples, il tabasse l'homme, le ligote au pied du lit et puis il ligote la femme et la viole sous les yeux de son mec. Au début il va pas tuer ses victimes, il va les laisser en vie, mais plus le temps passe, plus voilà, il va y avoir des meurtres. Donc évidemment Anthony et Marion sont sur le coup et essayent d'attraper cet homme lézard qui semble vraiment invincible. Le type il grimpe à main nue les façades des immeubles, il se fait pas repérer ni par les voisins ni rien du tout, donc voilà, et puis il arrive aussi à neutraliser les couples. L'enquête est quand même bien ficelée, c'est haletant, il y a beaucoup d'action, il y a du rythme, etc. Mais par contre, là où le bas blesse, c'est que j'ai trouvé que c'était too much. Voilà, il y avait un sérieux manque de dosage, il y avait beaucoup trop de surenchère, c'était parfois un peu invraisemblable, notamment le fait que le méchant, donc le lézard, grimpe à main nue les façades des immeubles jusqu'à... Alors au début c'est 3-4 étages, donc je me dis bon, c'est un peu inquiétant, surtout quand tu le lis en été et que tu as les fenêtres ouvertes la nuit parce qu'il fait trop chaud, donc tu commences un petit peu à flipper quand tu lis ce livre. Tu te dis bon, est-ce que c'est vraiment possible? J'ai posé la question à mon mec qui a fait de l'escalade et je lui dis est-ce que c'est possible qu'un homme comme ça rentre chez les gens et que voilà, la nuit, ou même jusqu'à 3-4 étages. Il me dit que si le mec est entraîné, c'est plausible, mais qu'il se fasse pas repérer, surtout en ville où il y a des voisins, où il y a du passage, etc. et surtout qu'il fasse pas de bruit, ça paraît quand même un peu improbable. Mais bon, c'est possible, les Yamakasi par exemple existent bien, donc voilà. Par contre, à un moment donné, vers la fin du bouquin, le gars il grimpe jusqu'à 34 étages. Et là ça devenait un petit peu too much. Le mec il est invincible, il semble fort, il arrive à terrasser des couples dont les hommes parfois sont très musclés, même plus musclés que lui. À un moment donné il combat une fliquette qui est rompue à tous les arts martiaux possibles et inimaginables. Alors certes c'est une femme, certes elle a un petit gabarit, mais elle est quand même experte en arts martiaux et elle n'arrive même pas à le faire bouger d'un millimètre quoi. Ça me paraissait quand même impossible, improbable que le mec soit autant invincible. Autre élément qui était un petit peu dans la surenchère, c'est le fait qu'il y a énormément de viols qui sont racontés dans ce bouquin. Alors ok, c'est le propos du bouquin. Je suis d'accord pour que l'auteur nous montre, nous donne à voir peut-être une ou deux scènes de viol pour illustrer son propos. Mais là, il y avait toutes les scènes qui étaient décrites par le menu et à la moitié du bouquin, j'en dénombrais déjà 8 scènes. Je crois qu'il y en a une bonne douzaine, franchement, dans tout le bouquin, de viols et de violences gratuites comme ça qui sont décrites par le menu et je me demande si c'était vraiment nécessaire d'en faire autant. Alors peut-être que c'est une déformation professionnelle étant donné que l'auteur est scénariste pour le cinéma. Alors j'y connais pas grand chose en cinéma et je me dis que potentiellement dans les storyboards tout est décrit dans le moindre détail et c'est peut-être pour ça que là aussi tous les viols sont décrits. Alors qu'en littérature on aime bien parfois faire des ellipses, parfois faire des suggestions, laisser libre cours à l'imagination du lecteur, pas besoin de montrer à voir tout dans le moindre détail. Et du coup le fait que l'auteur fasse ça, j'avais vraiment le sentiment qu'il prenait le lecteur en otage et qu'il en faisait un voyeur de ces scènes horribles et moi j'étais terriblement mal à l'aise par rapport à ça, c'était vraiment malaisant, voilà. Donc je préfère quand même prévenir. Il y a aussi énormément de flashbacks dans le passé
des personnages principaux et secondaires. Parfois ça traîne un petit peu en longueur. Alors je suis la première à dire que avoir la psychologie des personnages c'est hyper important dans les bouquins. Moi j'aime beaucoup quand il y a de la profondeur, du relief, voilà, un background dans les personnages. Mais là c'était un peu trop, d'autant plus que j'avais l'impression que c'était un peu un prétexte pour nous rajouter encore des scènes de violence, de viol, etc. Avec des pages et des pages de traumatisme du passé de chaque personnage, etc. Donc là, je trouvais que c'était un peu too much aussi. Le livre était pas mal, franchement, ça se lit super bien. Je l'ai lu en quelques jours, franchement, c'était hyper addictif. C'était un vrai page turner, on avait quand même envie de savoir la suite et le dénouement de l'intrigue. Mais par contre, ça manquait sérieusement de dosage, d'équilibre. Voilà, il y avait beaucoup trop de surenchère, beaucoup trop de too much, trop en fait, voilà, que j'ai trouvé. Mais bon, pour un premier roman, c'est peut-être... voilà, un petit défaut qui peut être rectifié par la suite. Voilà, ça se laisse lire, mais attention, trigger warning, ça parle de viol, donc si c'est un sujet sensible pour vous, n'y allez pas. Donc vous l'aurez compris, dans les deux romans français, polar français pour la sélection Nouvelle Voix du Polar, celui que j'ai préféré et pour lequel j'ai voté, c'est celui-ci, Bleu Calypso. Alors certes, je ne suis pas la seule à voter, donc je ne sais pas encore les résultats, on verra ça en septembre. Mais sachez qu'il y a aussi un second tome, parce que c'est le premier tome d'une trilogie. Et le second tome est sorti cette année chez Slatkin et compagnie, il s'appelle Rouge Tango. Donc moi ça me donne très envie de lire la suite, voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, entre les deux c'est celui-ci que j'ai préféré. Ensuite, passons du côté des polars étrangers. J'ai commencé par lire Sur le toit de l'enfer d'Ilaria Tucci, donc toujours chez Pocket. Là on est sur une autrice italienne qui est surnommée la Donato Carisi féminin, et vous savez que moi j'adore Donato Carisi, donc j'étais hypée de fou. Donc dans cette histoire on va être plongé au plein cœur d'un petit village montagnard dans les Alpes italiennes, donc Trivoli. Et voilà, on est dans une ambiance de forêt, de montagne enneigée, ça se passe en hiver. On va découvrir le cadavre d'un homme complètement nu qui est exposé, étendu là sur la neige. Il y a un côté très... enfin l'autrice nous dépeint cette scène un peu comme un tableau de maître, avec ce blanc du corps cadavérique, le blanc de la neige, le vert de la forêt et puis le sang rouge. C'était très beau, mais en même temps horrible, hein, évidemment, parce qu'on est quand même sur un meurtre. Et on va suivre la commissaire Teresa Battaglia, qui est une femme d'une soixantaine d'années, qui mène d'une main de maître ses troupes, mais qui a un cœur tendre, et elle souffre de maladies qu'elle essaye de cacher tant bien que mal à ses collègues. Elle va essayer de faire le portrait psychologique du tueur, parce que sa marque de fabrique c'est le profilage, mais elle a un peu de mal, elle est assez perplexe face à ce meurtre, parce que le cadavre semble avoir été sauvagement assassiné, étranglé, etc. Mais il a été quand même soigneusement déshabillé. On retrouve d'ailleurs ses vêtements sur un espèce d'épouvantail quelques mètres plus loin. Il y a eu des pièges à animaux qui ont été posés autour du cadavre pour préserver en fait le corps. Donc voilà, elle a du mal à savoir si c'est un acte sauvage désorganisé ou si au contraire c'est organisé et s'il y a une espèce de remords, de regret du meurtrier. Et c'est sur ces entrefaites que va débarquer le jeune inspecteur Massimo Marini, qui est un citadin qui débarque un peu à la campagne, enfin à la campagne, dans ce petit village montagnard. Il n'est pas du tout équipé pour, et d'ailleurs Teresa va un petit peu le bisuter au début, et c'est assez marrant la relation qui se noue entre eux. J'ai adoré vraiment cette enquête. Il va y avoir plusieurs meurtres, va y avoir voilà, un fond historique avec des expériences scientifiques controversées qui se déroulaient dans les années 70, qui aujourd'hui ne pourraient plus avoir lieu, clairement. Des expériences scientifiques assez horribles, mais fascinantes en même temps. J'avais déjà entendu parler de cette expérience-là, donc c'était pas une découverte pour moi, mais c'était sympa de le voir dans un thriller. J'ai adoré l'ambiance de ce roman qui est incroyable. On se croirait vraiment au milieu de la montagne, de la forêt, avec ces odeurs de cheminée. C'est hyper cosy. Je vous le recommande vraiment de le lire en hiver avec un plaid, une tasse de thé au coin de la cheminée pour une ambiance optimale. Moi j'étais un peu déçue de le lire en été alors qu'il fait super chaud, mais franchement le lire en hiver ça doit être encore mieux. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, je me suis attachée aussi
à l'inspectrice Teresa Battaglia qui est vraiment un peu rude, mais qui a à la fois un cœur en or. Elle est hyper attendrissante, hyper attachante. Donc c'est le premier tome de la saga avec cette commissaire Battaglia. Il va y en avoir d'autres, des enquêtes, et j'ai très hâte de pouvoir la retrouver parce que vraiment j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré l'enquête. C'était plein d'espoir et en même temps c'était beau, c'était très humain encore une fois. Voilà, si vous cherchez des thrillers qui sont pas très sombres ou très dans la perversion humaine et où il y a un côté plus humain, allez-y parce que vraiment c'était vraiment chouette. Je poursuis avec le dernier roman pour ce prix Nouvelle Voie du Polar avec 1793 de Niklas Natt Högdahl, donc un auteur suédois. Donc là on est sur du thriller historique qui se passe en 1793, comme l'indique ce titre. On est à Stockholm, donc capitale de la Suède. On est en pleine période révolutionnaire en France et le roi de Suède a un peu peur que ça arrive jusqu'en Suède. Et on va repêcher le corps d'un homme dans le fleuve, non, un lac. La particularité de ce cadavre, c'est qu'il n'a plus de bras, plus de jambes, plus d'yeux, plus de langue. C'est un homme tronc. Le garde Michael Cardell qui va le repêcher bien malgré lui. Alors c'est un garde qui a fait la guerre, il est vétéran de la guerre du précédent roi et il est un peu traumatisé voilà, par la guerre. Il est ressorti manchot, il lui manque un bras et donc on l'a mis à la garde de la ville, mais il passe sa vie dans les tavernes, il travaille pas vraiment, sauf que là il va quand même être missionné pour aller repêcher ce cadavre bien malgré lui. Et donc l'inspecteur en chef, le chef de la police, Norlin, va missionner le juriste Cecil Wing d'enquêter sur cet homme tronc en fait qu'on n'a pas su identifier. Alors c'est un peu l'équivalent de John Doe aux États-Unis, mais là ils vont l'appeler Carl Johan, équivalent de John Doe parce qu'il n'a pas de nom, on ne sait pas qui c'est. Et à peu près tout le monde s'en fout, sauf le chef de la police et Cecil Wing. Et le temps presse parce que Norlin va se faire, voilà, il est un peu chef de la police par intérim, mais il va se faire remplacer bientôt par son successeur qui lui en a rien à foutre de la justice. Et en plus Cecil Wing malheureusement se meurt de tuberculose, donc pareil il a peu de temps à vivre, donc ça va être un petit peu sa dernière mission de résoudre ce crime, savoir qui est cette personne, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce qu'il a été mutilé de cette façon et assassiné sauvagement comme ça. Cecil Wing va enquêter avec l'aide de Cardell, celui qui l'a repêché. Et donc ils vont former un duo assez improbable, un qui est manchot et l'autre qui se meurt de tuberculose. Ça c'est la première partie. Ils vont essayer de remonter le fil des dernières semaines de la vie de cet homme. Voilà, ce qu'ils vont découvrir est assez incroyable et assez atroce, vraiment. Donc ça c'est la première partie, il y a 4 parties dans le bouquin. La deuxième partie, on va suivre le jeune Christopher Blix, qui est un jeune adolescent, il a 17 ans, qui écrit à sa sœur. Il est originaire d'un petit village dans la campagne, il va débarquer à la capitale pour essayer de trouver une meilleure vie, sauf qu'il n'a rien, voilà, il n'a pas le sou, et il ne connaît personne, mais il va essayer de faire quelques petites magouilles pour survivre et gagner un petit peu d'argent, jusqu'à la mauvaise rencontre. Voilà, j'en dirai pas plus. Dans la troisième partie, on va suivre Anastina, qui est une jeune adolescente qui est une bâtarde, puisqu'en fait son père s'est barré au moment où il a appris que sa mère était enceinte. Et voilà, elle n'a jamais connu son père, elle a toujours vécu avec sa mère, sauf que sa mère vient de mourir et elle se retrouve complètement seule au monde, sans protection ni d'un mari ni d'un père, et on va l'accuser à tort de prostitution. Et donc elle va être jugée, condamnée, voilà, elle va même pas pouvoir se défendre, et elle va être envoyée à la filature, qui est une espèce de travaux forcés pour les femmes, pour filer en fait la laine, faire des fils. Elle doit s'acquitter de sa dette en fait, et ça va être très long puisque voilà, c'est presque mission impossible de sortir de la filature. Elles vivent toutes dans des conditions de vie épouvantables où elles peuvent mourir de faim et se faire battre par le chef des gardiens qui est absolument sadique. Et donc elle va se mettre en tête que de trouver un plan d'évasion parce qu'elle va pas pouvoir tenir longtemps, elle va essayer de s'évader, donc j'en dirai pas plus. Et dans la quatrième partie on va voir toutes ces histoires se recouper. Alors faut quand même ne pas être perturbé par le fait qu'à chaque fois quand on change de partie, on change de personnage, on change d'intrigue, on a l'impression un peu de recommencer un nouveau roman, mais après voilà, on se laisse embarquer
par la plume de l'auteur qui est hyper addictive, ça se lit super bien. Après attention, c'est une plume très naturaliste. Si vous avez l'habitude de lire voilà, Zola, Balzac, tous ces auteurs réalistes du 19e siècle, vous n'allez pas trop être dépaysé parce que vraiment c'est très naturaliste. Pour les autres, voilà, ça peut aussi pêcher. Je sais qu'il y a certains membres du jury qui ont un peu peiné avec cette écriture, cette plume très réaliste. Moi j'ai adoré. J'adore Zola, donc forcément j'ai adoré. Par contre c'est très cru, voilà, j'ai rarement lu de thriller aussi dur à lire. Et pourtant, voilà, j'aime beaucoup lire des thrillers sombres, avec des meurtres, du sang. D'habitude ça ne me dérange pas du tout dans mes lectures, mais là franchement c'était très cru. Voilà, toute la perversion humaine est réunie dans ce livre, sauf peut-être le cannibalisme, mais vraiment vous avez de la torture, des meurtres, du viol, de la mutilation, de l'esclavage, de la scatophilie, enfin vraiment tout, c'est vraiment horrible. Voilà, trigger warning, âme sensible, s'abstenir parce que ce livre est vraiment très dur à lire. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette intrigue, cette histoire, c'était hyper bien ficelé. On est vraiment plongé en plein cœur de cette époque révolutionnaire. Et voilà, c'était vraiment chouette, mais dur à lire. Bien, mais dur. Mais bien, mais dur. Et donc pour ces deux livres étrangers, moi personnellement j'ai préféré Sur le toit de l'enfer, même si c'était plus serré que pour les français, parce que j'ai beaucoup aimé celui-là aussi, mais voilà, celui-là m'a fait passer des émotions peut-être un peu plus dures, un peu plus sombres, alors que là vraiment c'était un peu doudou, c'était des émotions très positives, très humaines. Et en fait, il y a vraiment, j'ai remarqué cette dichotomie, c'est la première fois dans le prix Nouvelle Voix du Polar où j'ai vraiment, par exemple, deux livres qui sont plutôt sombres et plutôt durs à lire, et deux livres qui sont beaucoup plus humains, beaucoup plus lumineux. Et des paysans, donc voilà, moi c'est vrai que j'ai préféré ressentir des émotions positives, mais voilà, vraiment celui-ci était vraiment très bien, et celui-là bon avait des petites faiblesses mais était quand même agréable à lire. Donc voilà, j'espère que mes deux chouchous vont gagner, mais je vous en dirai plus quand les éditions Pocket auront délibéré. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés, mais moi j'ai beaucoup aimé faire partie encore une fois de cette aventure Nouvelle Voix du Polar. Donc je remercie encore une fois Pocket pour l'envoi et leur confiance. Je me dépêche parce que c'est déjà trop long, mais j'ai aussi lu Une poignée de seigle d'Agatha Christie aux éditions du Masque. Comme vous le savez, si vous me suivez, je suis toujours en train de lire un Agatha Christie par saison. Donc là pour l'été j'ai choisi celui-ci, qui n'est pas du tout une enquête d'Hercule Poirot mais une enquête de Miss Marple. On est toujours dans une ambiance un peu à la Downton Abbey. On va suivre donc un vieux financier richissime qui s'appelle Rex Fortescue et qui va être retrouvé mort empoisonné dans son bureau au travail. Visiblement il est empoisonné par un poison qui s'appelle la taxine, qui est un poison qui met quand même un peu de temps à faire effet. Du coup l'inspecteur Neil, qui va être missionné sur cette enquête, va se dire que c'est pas possible qu'il ait été empoisonné dans le thé du matin, enfin voilà, que sa secrétaire lui a apporté, et que c'est vraisemblablement lors de son petit déjeuner chez lui qu'il a été empoisonné. Ils vont retrouver aussi une poignée de seigle dans les poches du cadavre. L'inspecteur Neil va débarquer donc chez Rex Fortescue dans son domaine de Yew Tree Lodge, qui est une espèce de manoir, pour aller interroger la famille et les domestiques. Donc on a toute une galerie de personnages, on a la gouvernante, le couple, cuisinière, majordome, on a la petite servante, femme de chambre, on a aussi toute la famille. Donc présent au petit déjeuner ce matin-là, il y avait la fille Benjamin de Rex, donc Hélène. Il y avait aussi sa nouvelle épouse, sa seconde épouse beaucoup plus jeune que lui, Adèle, et puis sa bru Jennifer, qui est l'épouse de son fils aîné Percival. Percival n'était pas présent à ce moment-là puisqu'il était à Londres pour affaires, mais il va vite rentrer pour voilà, en apprenant la mort de son père. On a également la vieille tante Effie qui est la sœur de la première épouse défunte de Rex, donc qui vit elle recluse dans ses appartements en haut à l'étage du manoir. Et on a le fils, le deuxième fils, le fils cadet Lancelot, qui lui n'était pas présent puisque c'est un peu, voilà, il a été banni depuis des années de la famille suite à quelque chose qu'il a fait, et il vit en Afrique du Sud avec sa nouvelle épouse, une aristocrate. Et depuis que son père avait appris son mariage avec une aristocrate, il essayait de renouer contact, voilà. Et donc Neil va essayer d'interroger tout ce bon monde pour savoir
qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Rex a été empoisonné, qui est le coupable évidemment, mais il va y avoir d'autres meurtres qui vont avoir lieu dans ce manoir. Et sur ces entrefaites va débarquer Miss Marple qui va avoir connaissance en fait de cette série de meurtres dans le journal, et elle va se dire que puisqu'elle connaissait une des victimes, qu'elle va venir prêter main forte à l'inspecteur Neil et lui faire remarquer à juste titre que les meurtres semblent correspondre et illustrer une comptine pour enfants. Donc voilà, grâce à l'aide de Miss Marple et de ces petits renseignements, Neil va avancer dans son enquête jusqu'à découvrir le ou la coupable. On est toujours sur une ambiance so british, vraiment à la Downton Abbey, avec cette famille, les domestiques, le manoir, etc. C'est du vu et du revu chez Agatha Christie. Moi ça m'a beaucoup fait penser notamment à Noël d'Hercule Poirot, dans la même intrigue, enfin même ambiance, etc. avec des personnages qui sont quand même assez stéréotypés, avec le fils prodige mais qui a été banni de la famille, l'aîné qui est beaucoup plus carré, beaucoup plus... comment dire, proche, beaucoup plus consciencieux, on va dire, des affaires de son père. On a voilà, le père qui est un riche financier, enfin voilà, la Bru, la seconde épouse qui est plus jeune, voilà, avec un écart d'âge, etc. Bon, ça reste quand même des personnages stéréotypés, mais on aime bien ça chez Agatha Christie, elle le fait tellement bien que ça passe. Après, voilà, moi je préfère toujours Hercule Poirot à Miss Marple parce que je trouve qu'Hercule Poirot, bah déjà c'est un personnage qui a beaucoup plus de panache que Miss Marple, qui elle est beaucoup plus discrète, et surtout il a aussi une légitimité à être présent sur les enquêtes parce que en sa qualité de détective privé, alors que Miss Marple elle c'est juste une vieille dame, et des fois j'ai un peu l'impression qu'elle est là, enfin elle tombe comme un cheveu sur la soupe en fait. Mais bon, voilà, elle est quand même perspicace, donc on l'aime bien quand même. Voilà, j'ai passé un bon moment en lecture, c'était pas non plus mon préféré de l'autrice, mais ça se lit très bien. Et enfin, j'ai lu Miséricorde de Jussi Adler-Olsen aux éditions Albin Michel. Donc ce livre, j'en avais beaucoup entendu parler en bien de cette fameuse saga du département V, notamment je crois chez Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin, et je crois que Séverine aussi l'aime bien, le département V, donc il est bien ce livre. Et du coup j'avais très envie de découvrir cette saga avec ce premier tome Miséricorde. Pour l'histoire, on va suivre donc Karl Mork qui est un enquêteur et qui vient de subir un traumatisme avec son équipe puisqu'ils ont été attaqués lors d'une enquête de terrain. Un de ses coéquipiers va être tué, un autre est paralysé à l'hôpital et lui a seulement écopé entre guillemets d'une balle dans la tête mais qui n'est pas mortelle. Il a pu reprendre, voilà, après convalescence il a pu reprendre le travail, mais sa hiérarchie va un peu le mettre au placard puisqu'il y a des restructurations, etc. et notamment à cause d'une politicienne qui veut créer un département au sein de la police pour tout ce qui est cold case, et donc elle va allouer un gros budget pour créer ce nouveau département, sauf que le chef de la police va amasser un petit peu le pactole, va créer ce département pour faire plaisir à la politicienne, il va y mettre Karl Mork comme référent et il va l'expédier au sous-sol de la brigade en mode démerde-toi, voilà. Donc il va être complètement placardisé. Karl va quand même demander un assistant histoire d'eux, et il va se faire affubler de Assad qui est tout droit venu de Syrie et qui est un peu un homme à tout faire, homme de ménage en fait, qui voilà, qui va être dans le placard à balai limite, voilà, c'est vraiment le sous-sol où il n'y a personne qui va quoi, c'est vraiment genre le débarras, et pourtant Karl va devoir mettre son bureau là, donc il se dit bon, c'est pas grave, au moins je pourrais glander toute la journée, il le prend plutôt du bon côté. Mais il va quand même, par acquis de conscience, ouvrir un des dossiers qu'on lui a mis sur son bureau. Et il s'agit du dossier de l'affaire Meret Lingard, qui est une jeune politicienne d'une trentaine d'années qui a disparu mystérieusement il y a 5 ans. Et on ne sait pas ce qui lui est arrivé, elle était à bord d'un ferry avec son frère handicapé. Elle partait en vacances et elle n'est jamais ressortie de ce ferry. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, on n'a jamais retrouvé le corps ni rien, on ne sait pas si elle est disparue, si elle est morte ou quoi. Donc Karl va essayer de remonter, de reprendre tout depuis le début, de remonter tout le fil des événements, de réinterroger les témoins, de tout revoir minutieusement avec l'aide d'Assad qui s'avère être avoir des qualités d'enquêteur finalement, et ce qu'ils vont découvrir est assez épouvantable
Et Meret, on le sait, puisque les chapitres sont alternés, on va suivre aussi des chapitres avec Meret qui, elle, est emprisonnée depuis 5 ans dans une pièce en béton, un peu caisson hyperbare avec de la pression atmosphérique qui augmente d'année en année. Elle est à peine nourrie, elle vit dans des conditions absolument atroces, elle survit même, elle est... Voilà, c'est vraiment horrible, les passages avec Meret, mais c'est fascinant aussi de voir cet emprisonnement, ce huis clos. On ne sait pas pourquoi est-ce que ces ravisseurs la tiennent prisonnière comme ça, dans ces conditions effroyables. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Et donc voilà, on va suivre à la fois l'enquête de Karl et de Assad, et puis la survie de Meret durant toutes ces années. Et c'était vraiment chouette. Alors c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu déstabilisée, parce que on rentre vraiment in medias res dans le bouquin, c'est-à-dire qu'on prend la vie des personnages en cours de route. Et je me suis demandé vraiment à un moment donné si c'était vraiment un tome 1, parce que j'avais l'impression de débarquer, de prendre le train en cours de route. Et en fait non, pas du tout, c'est fait exprès, donc c'est plutôt chouette. Il faut un petit temps d'acclimatation aussi, parce que c'est un auteur danois, et du coup tous les noms des personnages, les noms des villes, des lieux, etc. c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais après on s'y fait. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé Karl et Assad qui sont quand même assez sympas comme personnages, que j'ai appris à connaître et à aimer, et je pense que je lirai la suite avec grand plaisir. Après ça n'a pas été un coup de cœur, peut-être j'en attendais trop. C'est vrai que j'en avais tellement entendu parler en bien que j'avais peut-être mis la barre un peu haut. Ça se lit bien, voilà, c'est assez sympa comme enquête, c'est hyper original, ce côté aussi disparition, séquestration, atmosphère, caisson hyperbare et tout, c'était quand même assez original. Je verrai la suite avec grand plaisir et c'était sympa. Voilà, c'en est tout pour cet énorme bilan lecture. J'espère que vous êtes toujours là. Dites-moi si vous êtes toujours là, je suis désolée, mais en même temps j'avais beaucoup à lire, surtout pour le prix Nouvelle Loi du Polar, il fallait que je carbure aussi niveau lecture, donc j'espère quand même que ce bilan vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez lu ces livres ou si certains vous tentent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu, parce que ça fait toujours plaisir, et puis ça aide aussi à rendre la chaîne plus visible, à remonter un petit peu dans le référencement. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et puis à aller voir une de mes dernières vidéos. Sur ce, bel été et bonne lecture, j'arrête de blablater et je vous dis à bientôt. Ciao!